Et maintenant, on va vous parler des hormones. Je sens une petite odeur qui me chatouille les narines. Ça doit être les élèves de l'école Ferrandi là, qui sont en train de concocter leur pause gourmande. On va accueillir, c'est pas encore l'heure, on va accueillir Odile Bagot. Odile Bagot, vous êtes gynécologue médicale et obstétrique. Vous êtes l'auteur, on a eu la chance de faire des émissions ensemble, enfin moi j'ai eu la chance, je ne sais pas si vous avez eu la chance, moi j'ai eu la chance de faire des émissions avec vous. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Perturbateurs endocriniens, La guerre est déclarée, Ménopause, pas de panique, et Vagin et compagnie, on vous dit tout. Ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur le stand librairie, et vous allez nous parler du rôle des hormones dans l'alimentation et le problème des perturbateurs endocriniens. Vous connaissez la règle des EME, le petit coup de clochette quand il vous reste 5 minutes. On est parti. Merci. Je remercie Jean-Claude Durousseau de m'avoir invité et la ville d'Anguin de m'accueillir dans cette jolie cité. Les perturbateurs endocriniens et l'alimentation, c'est extrêmement important parce que la source principale de perturbateurs endocriniens, vous allez l'absorber justement dans votre alimentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? C'est une substance qui peut être naturelle, mais qui le plus souvent, bien sûr, est chimique, qui va venir interférer avec notre système hormonal, notre système endocrinien. Au premier chef, les organes sexuels, donc les hormones sexuelles œstrogènes et androgènes, donc testostérone. Et ça va agir déjà in utero, par exemple, pour le petit fœtus mâle, ça va interférer avec sa différenciation sexuelle. Et on aura des effets un peu plus tard au niveau sexuel, que ce soit sur la fertilité, sur les pubertés précoces, sur les maladies gynécologiques et aussi sur les cancers hormonaux, que ce soit le sein ou la prostate, mais en tant que cofacteur. L'autre organe et hormone extrêmement importante dans le développement, c'est la thyroïde. Ce sont les hormones thyroïdiennes. Vous avez entendu, vous vous souvenez, on parlait du crétinisme. Le crétinisme, c'était une réalité avant qu'on supplémente en iode les populations. Eh bien, les perturbateurs endocriniens vont interagir avec la thyroïde et interférer avec le développement du cerveau. Et on sait que l'augmentation des troubles du spectre autistique, des troubles d'attention, on suspecte même une baisse du QI des jeunes populations. On a pu faire des corrélations avec ces perturbateurs endocriniens. On va mettre à part les maladies dégénératives du cerveau et les troubles directs de la thyroïde, hypo-hyperthyroïdie, qui eux sont plutôt auto-immuns, parce que les perturbateurs endocriniens, on le redira, c'est vraiment beaucoup au début de la vie. Le reste, c'est plutôt des toxiques. On a un autre système endocrinien avec le pancréas, l'insuline dont on vous a parlé, et tout le système adipeux. Et là, les perturbateurs endocriniens sont à l'origine de cette épidémie mondiale de syndrome métabolique, hypertension, obésité et diabète. Comment ça marche un perturbateur endocrinien? C'est l'histoire de la serrure et de la clé. La serrure, c'est notre récepteur hormonal, qui soit sur le sein, qui soit sur les ovaires, qui soit dans notre tissu graisseux. Et l'hormone naturelle, physiologique, normalement la clé, c'est l'œstrogène, la testostérone, l'insuline. Or, notre perturbateur endocrinien, c'est un usurpateur. Et quand il va venir en interférence avec notre serrure, c'est là qu'on va avoir de la pathologie. Je vous donne un exemple qui a été bien décrit, qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, et dont l'origine a été parfaitement reliée aux perturbateurs endocriniens de type œstrogénique. Donc, l'exemple connu, on a les bisphénols A, vous en avez entendu parler, ça a été interdit, mais les phtalates, ce sont donc des substances qui ressemblent aux œstrogènes, et les œstrogènes, c'est ce qui contrebalance les androgènes, les hormones mâles. Eh bien, quand in utero, un fœtus est exposé à un anti-androgène, donc un œstrogène, il va mal différencier ses organes sexuels. Et on a une augmentation de plus de 2% tous les ans des ectopies testiculaires, c'est-à-dire les testicules ne sont pas descendus. On a aussi une augmentation des hypospadias, c'est-à-dire que le méa urinaire est sous la verge au lieu d'être au bout. Ça, c'est donc un des premiers effets qui est immédiat du perturbateur endocrinien. On a, toujours avec le même perturbateur, un effet qui peut être différé, comme par exemple le cancer du testicule a été mis en lien avec les perturbateurs endocriniens.
Et l'autre facteur qui fait partie de cette dysgénésie testiculaire, c'est la baisse de fertilité des hommes. On a une altération, mais absolument catastrophique, des spermogrammes. On a pu comparer à des spermogrammes faits dans les années 30. On a 2 fois moins de spermatozoïdes aujourd'hui. Et quand moi j'ai commencé la gynécologie, il y a une bonne trentaine d'années, quand on faisait un bilan de fertilité, on s'occupait surtout de madame. Maintenant, on commence par le spermogramme. Je ne retrouve pratiquement plus un seul spermogramme avec des spermatozoïdes vaillants. Donc, et ça a vraiment été lié à ça. Dans notre dysgénésie testiculaire génitale, on n'a pas le cancer de la prostate, même si le chlordécone, qui est un insecticide utilisé dans les Antilles, a parfaitement été identifié comme cofacteur de risque du cancer de la prostate. Alors, quels sont les principaux perturbateurs endocriniens? On va les mettre dans la catégorie des polluants organiques persistants, les POP. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les PCB, c'était des liquides qui sont interdits maintenant, mais qu'on mettait dans le générateur électrique parce qu'ils sont formidables, ils sont ininflammables et ingélifs, c'est fantastique, sauf qu'ils sont dangereux pour la santé. Il y a le DDT comme insecticide, il y a la dioxine, hein, l'agent orange par exemple au Vietnam, la catastrophe de Seveso, et ces perturbateurs, ils ont été répandus dans l'eau, dans l'air. Ils sont en train de fondre comme des glaçons de la banquise pour être largués chez nous, et ils ont contaminé les sols, l'air, l'eau, toute la chaîne alimentaire, et en particulier aussi les produits de la mer. Mais ça se retrouve dans les fruits, les légumes, le bétail, la volaille, le lait, bref, partout. On a une autre source de perturbateurs endocriniens qui sont les plastiques. Et pourquoi on pense aux plastiques? Parce que c'est la question des contenants. Dans les plastiques, on a les bisphénols, même si le A est interdit, rassurez-vous, il y a le F et le S qui arrivent et qui vont avoir, mais il nous faudra 20 ans pour le savoir, c'est ça, parce qu'on a un effet différé de perturbateurs endocriniens, 20 ans pour savoir qu'ils sont aussi toxiques que le bisphénol A, qui vont servir à faire des contenants. On a les phtalates qui sont des plastiques formidables aussi. Ils vont de liquide quand c'est des parfums à solides pour faire des encadrements de fenêtres qui vont être en contact avec les aliments. Et on a aussi les perfluorés. Ce sont nos gentils poêles anti-adhésives, les ustensiles qui sont souples et noirs avec lesquels on va racler la casserole. Ça aussi, ça délivre des perturbateurs endocriniens. On a les conservateurs, parabènes et certains additifs, E214, 216, 218, peu importe. Et n'oublions pas les métaux. Les métaux lourds, au premier chef desquels le méthylmercure, qui va contaminer de manière très importante les produits de la mer. Bon, alors maintenant on fait quoi? C'est là la question, parce qu'on ne peut pas vivre sous cloche, il va quand même falloir faire quelque chose. Premier conseil, et je vais vous donner que des conseils simples, parce que si vous prenez la liste de tous les perturbateurs endocriniens et que vous allez faire vos courses, vous n'êtes pas rendu chez vous, hein, vous allez passer 3 heures. Donc on va essayer de se servir de notre bon sens, et puis voilà, c'est-à-dire on fait parfois des petits compromis, et on va commencer par ou poursuivre ou commencer quand même une conversion bio. Alors c'est vrai que dans les produits bio, je vous ai dit, il y aura aussi, ils sont arrosés, hein, comme les produits non bio, donc vous allez aussi avoir des perturbateurs endocriniens, mais vous aurez quand même moins de toxiques comme les toxiques carcinogènes, hein, le lymphome, le glyphosate par exemple, hein, ou les insecticides, les phytosanitaires, qui sont à l'origine de certaines maladies dégénératives. Hein. Le Parkinson est reconnu comme maladie professionnelle, hein, chez les agriculteurs. On va effectivement diminuer de manière importante sa consommation de viande, en particulier de viande rouge, on l'a dit dans d'autres domaines. D'abord parce que écologiquement, pour faire 1 kg de viande, il faut plus de 10 kg de céréales, 15 000 litres d'eau, sans parler du réchauffement climatique avec le méthane lié à la rumination. Donc, et en plus, la viande rouge a un bénéfice nutritionnel qui est discutable. Les légumineuses apportent aussi des protéines. Ne me dis pas que c'est cher. 500 grammes de lentilles bio du Puy coûtent à peu près 2 € et ça vous nourrit 6 personnes. Les poissons. Alors, les poissons, là, on a quand même un bénéfice nutritionnel parce qu'ils ont des bons oméga 3 et ils nous apportent de l'iode. Mais, et là, l'ANSES s'est vraiment s'est intéressé au problème. Apporter trop de poissons, en particulier de poissons gras, eh bien, ça nous apporte beaucoup de perturbateurs endocriniens, en particulier de mercure, et qui va interférer, entre autres, avec la thyroïde. Donc, les recommandations, et je vous les détaille bien dans le livre, et vous les trouvez aussi sur les recommandations de l'ANSES, consommer des poissons parce que les oméga 3, parce que l'iode, mais pas plus que 2 fois par semaine. Et les recommandations sont encore beaucoup plus strictes pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, hein, pour les fameux 1000 jours. 1000 jours, la grossesse et les premiers mois du bébé, où il faut éviter les gros poissons de fin de chaîne. Alors évidemment, nous, on ne mange pas du requin tous les matins, ni du marlin ou la lamproie, mais le thon, il faut faire attention au thon, à l'anguille, au brochet,
Consommez avec modération le saumon, et Dieu sait qu'on en mange assez souvent, le flétan, la lotte, le bar. Privilégiez les poissons blancs, pas gras, le colin, le cabillaud, et alors faites-vous des orgies de sardines, d'anchois, de harengs et de maquereaux. Là, vous avez tout bon, vous avez l'iode, vous avez les oméga 3 et pas trop de perturbateurs endocriniens et pas trop de mercure. Pour les fruits et les légumes, 5 minutes? Ouais, ça va le faire. Pour les fruits et les légumes, on va les choisir si possible bio, on épluche ces fruits, on peut les faire tremper dans une solution avec du bicarbonate. Il y a une étude qui a été faite par une américaine. Ça enlève une partie des perturbateurs endocriniens. Cuisinez à la vapeur, ben, vos légumes ils vont suer un peu leurs pesticides. La question de l'eau, c'est plus du bisphénol, mais c'est des PET, des polytéréphtalate d'éthylène, peu importe, qui sont a priori moins toxiques dans les bouteilles d'eau que les plastiques, les bisphénols. Mais attention, le stockage des bouteilles d'eau, surtout au chaud, et aussi, on n'y pense pas toujours, mais tout le système d'embouteillage va délivrer, au contact par transmutation des produits, va délivrer des produits toxiques malgré tout dans l'eau. L'histoire des cartouches et des filtrations, ça se discute. Autre conseil pour le quotidien, vous pouvez faire votre course avec l'application Yuka, c'est pas si mal, hein, mais surtout faites appel à votre cerveau et à votre bon sens. Variez votre alimentation, vous risquez moins de vous intoxiquer avec une classe particulière. Attention aux emballages. Si vous mettez du liquide chaud et gras dans un emballage en plastique, ça va transmuter. Donc privilégiez l'inox, le verre. Hein. On peut faire les courses, alors c'est un peu lourd, hein. Mon mari va chercher le poisson avec des récipients en verre, le poissonnier sourit, mais ils ont fini par faire pareil. Est-ce que vous lisez les pictogrammes, les fameux triangles là? Alors, les moins pires, on va dire, c'est le 02, 04, 05, mais il faut savoir que c'est un label tout à fait privé et qui n'est pas très très fiable. Les cartons, les sachets, le papier, pensez aux encres, parce que les encres minérales, elles aussi, contiennent des perturbateurs endocriniens. Les ustensiles de cuisine, le bois, l'inox, le verre, pas de problème. Le plastique et les antiadhésifs, attention. N'oubliez pas que les produits de nettoyage que vous avez dans votre cuisine, ils sont volatiles, les alkylphénols. Donc vous allez les sniffer, mettez-les plutôt sur le balcon. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Parce que là, je vous ai mis que des trucs en moins. Hein. Eh bien, il faut impérativement ajouter de l'iode. Il faut acheter du sel iodé. Alors, c'est vrai que pour le goût, quand on met un peu de sel de Guérande, c'est très bien, mais l'iode est volatile, vous n'en trouverez pas dans du sel de mer. Donc, achetez du sel iodé. Et puis, il faut avoir une réflexion, vraiment, je vous encourage à faire, écologique qui soit globale, qui s'intègre avec une agriculture raisonnée, locale, pensez à notre bilan carbone, zéro déchet, une démarche éthique. Sachez que c'est votre demande qui fera évoluer l'offre. Et puis, ça ne nous dispense pas d'une démarche citoyenne qui va interpeller nos politiques. Merci beaucoup, Odile. On vous retrouve cet après-midi pour la table ronde.